Bonne fête de l'indépendance, fidèles téléspectateurs. Vous êtes sûrement en train de fêter ces 64 années d'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Il y a de ceux qui ont choisi plusieurs manières pour fêter ces anniversaires. Bandeko mususu balobi bakofete yango na méditation, bandeko mususu bake bavandi na mwa point na ndaku bazomela mwa eloko bazokanisa 64 années après. Qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? C'est leur manière de voir les choses. Il y a aussi certaines personnes qui révisitent un peu l'histoire de la République démocratique du Congo. Vous savez que 64 ans, ça fait beaucoup, c'est énorme. Où en sommes-nous aujourd'hui depuis que les Belges nous ont laissé notre patrie, notre nation, notre Congo, que nous avons même changé de nom. Autrefois, c'était le Congo avec K, Royaume Congo, tout ça, c'est devenu Congo belge. Et aujourd'hui, depuis le 30 juin 1960, l'appellation c'est la République démocratique du Congo. Il y a aussi eu le Zaïre qui est venu par la suite, ça c'est de l'histoire. Et aujourd'hui, nous voilà encore revenus à cette ancienne appellation. Nous allons essayer de faire le bilan, parce que tout le monde se dit, 64 ans après, Nini Tosali. Tosali déjà Nini. Tokomi Wapi, Tozo Kende Wapi. Vous avez entendu le président Félix-Antoine Tshisekedi lors de son investiture, un peu plus tard, il a fait remarquer une phrase qui a fait certainement mal à tous les Congolais, qu'on a été Mboka Ekufa Kala. Est-ce que Mboka Ekufa Kala, si on doit se fier, parce que c'est la première personne la mieux informée de la République, s'il le dit, est-ce que tu aurais commis tout naté, ni tu aurais sala pour que tu aurais dressé les sous-Mboka, bien que le gouvernement est en train de faire ses efforts également, mais Congolais, pas Yozali, Mokili, Mobimba, 64 ans après, je pense que meilleure manière à profiter, et vous allez dans la méditation, au Kanisa Penza, on va faire ce bilan-là, d'abord un bilan général, et puis ça sera sectoriel. Voilà pourquoi vous allez voir défiler sur ce plateau différents invités au Tobin ici, par rapport à un secteur d'activité Nabango. Le premier à se lancer en tout cas dans l'échange Oyo, et vous allez honorable Jacques Dromois, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour de Copra, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, mais également à ceux-là qui vont nous prendre en cours ou en rediffusion. Voilà, on vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup, une bonne fête, oui, nous l'acceptons comme telle, mais nous disons que c'est une fête que nous plaçons sous le signe de vraiment la méditation, dans la mesure où nous nous sommes rendus compte que 64 ans après l'indépendance, le pays a connu un recul sans précédent. Aujourd'hui, il y a même de ceux-là qui avaient eu la chance de vivre la colonisation, qui réclament même le retour de la colonisation. Vous voyez là où... avec les Belges. Avec les Belges, alors qu'on sait que la colonisation, c'était pratiquement de l'esclavagisme. Mais lorsque quelqu'un qui a été libéré commence à regretter l'esclavagisme dans lequel il était placé, ça veut dire que quelque part, là où il se trouve, il est très mal à l'aise. N'est-ce pas? Nous nous rendons compte aujourd'hui que 64 ans après, nous parlons encore infrastructure. Pas de route, pas de chemin de fer, pas de logements sociaux. Bref, en termes d'infrastructure, nous sommes quasiment à l'étape embryonnaire. Alors que si vous prenez les images de la ville de Kinshasa aujourd'hui et celle de l'époque coloniale, certes, on va constater que les immeubles ont poussé en désordre, mais vous allez vous rendre compte qu'en termes d'urbanisation, il y avait un ordre. Il y avait un ordre, vous allez vous rendre compte que, d'ailleurs, à l'époque, on disait que Kinshasa était Poto Mohindo. Ça veut dire que c'était l'Europe, ici, au Congo. À cette époque-là, quand bien même que nos parents étaient considérés comme des sous-hommes, mais ils arrivaient à manger à nouveau le bout du mois. Les conditions de vie étaient meilleures, largement meilleures, à telle enceinte que nous étions comparés
au Canada. Nous avions pratiquement les mêmes niveaux de vie que le Canada. Si vous lisez l'histoire de ces pays, on vous dira que tous ces Africains venaient étudier ici. Tous ces Africains venaient se soigner ici au Congo. Mais 64 ans plus tard, c'est l'inverse qui s'est produit aujourd'hui. Même pour se faire soigner, nous devons aller à l'Inde, en Inde. Si nous n'allons pas en Inde, nous allons en Europe. Et aujourd'hui, on parle de la Russie aussi. Mais écoutez, voilà. Donc, on trouve toujours des pays refuges pour aller se faire soigner. Alors que, il y a 64 ans, alors 64 ans, c'était l'inverse qui se produisait. C'est tous les Africains qui venaient se faire soigner ici. D'où l'interpellation, non seulement de cette classe politique, mais de l'intelligentsia congolaise. Si, à l'accession du pays à l'indépendance, nous manquons des cadres, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous constatons qu'on a les cadres, mais qualitativement, ça pose problème. On a les cadres quantitativement, mais qualitativement, ça pose problème. Parce que vous ne pouvez pas vous réveiller un seul matin sans apprendre que on a fait main basse au denier public. C'est devenu, comme on dit, monnaie courante. Non seulement monnaie courante, la chanson quotidienne. Et on trouve ça normal, les chiens aboient, la caravane passe. Alors, si à 64 ans, vous n'êtes pas stable, parce que là vous êtes déjà en train de... vous êtes déjà dans le déclin. Si je prends, comme on dit, le cycle de vie d'un être humain, un être humain né, grandit, hein, quand on dit quoi, il atteint la maturité, il commence à décroître. Donc, quand vous êtes déjà à 64 ans, vous commencez à aller lentement, au déclin de la vie. Vous chutez. Lentement, mais sûrement vers votre fin. Bon, heureusement que le pays n'est pas comparé avec un être humain, mais il y a quand même des similitudes. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que, et ça, c'est une interpellation et un appel que je lance à l'intelligentsia congolaise, aux intellectuels congolais. Quand je dis intellectuel, moi, je vois la qualité. Le pays est en train de vieillir. Les ressources humaines également, c'est vrai qu'on les renouvelle, mais les ressources qu'on est en train de renouveler, c'est de quelle qualité? Qu'est-ce que nous allons léguer? Qu'est-ce que nous léguons à la progéniture? Je voudrais qu'ils se regardent là, qu'ils me regardent quand je parle, qu'ils se posent cette question-là. Qu'est-ce que nous léguons à notre progéniture? Quel Congo nous léguons à cette progéniture? Le Belge qui était étranger, le Belge qui n'avait rien à foutre avec ces pays, si ce n'est que l'exploiter. On peut laisser quand même un pays avec des infrastructures. Mais nous, après autant d'années de gestion, 64 ans de gestion, qu'est-ce que nous léguons à nos enfants? Est-ce que nos enfants vont devenir des apatrides, des expatriés? Est-ce qu'il faut que tous nos enfants aillent vivre à l'étranger pour espérer bénéficier de meilleures conditions de vie? Mais si tel est le cas, qui va régenter ces pays demain? Voyez-vous, à un certain moment, nous devons nous dire, oui, j'ai fait mes basses au denier public. C'est pour moi et ma famille. Et les autres, viendront-ils manger chez vous? Hein? Morton Stanley a dit en son temps, sans chemin de fer, ça veut dire que sans route, le Congo ne valait pas un penny. Je dirais aujourd'hui, sans chemin de fer, sans route, le Congo ne vaut pas un franc congolais. Très bien. Ça, c'est un bilan, en tout cas, général, que l'honorable vient de nous faire, de nous retracer, en tout cas, par rapport également à l'histoire. Il se pose 1001 questions. On va essayer également, parce que c'est lui qui se pose la question par rapport à son pays.
On va essayer également de pouvoir trouver des réponses à toutes ces questions. Parce que par la suite, nous allons également faire ces bilans sectoriels. Parce que vous êtes économiste, on va aller dans votre secteur pour en savoir un peu plus. Mais on va revenir à cette première question. Alors, vous vous posez la question, 64 ans après, nous n'avons rien fait d'énorme, de remarquable. Vous avez dit que nous avons plus évolué reculé quantitativement, mais pas qualitativement. Non. Alors, je me pose la question. Maintenant, à qui attribuer cette faute-là? Parce que nous allons prendre des pistes et des solutions un peu plus tard. Est-ce aux Belges qui nous ont colonisés, qui ne nous ont pas montré un bon chemin comparativement à d'autres pays, ou la faute revient à nous Congolais et les Congolais également? Du côté de Belges, les Belges, est-ce que c'est la faute aux Belges et ou encore à la communauté internationale? Parce que tout le monde a les yeux braqués vers la RDC. Est-ce la faute aux Congolais, aux dirigeants et au peuple? À qui on va attribuer cette faute? Non, je pense que la première responsabilité est attribuée aux dirigeants congolais. Aux dirigeants congolais. Aux dirigeants congolais de manière générale, en commençant de 1960 à ces jours. C'est leur responsabilité. C'est la responsabilité des dirigeants. C'est comme dans une maison. Quand ça ne marche pas, la personne sur qui on tire en premier, c'est le papa. Donc, la classe politique congolaise, la classe politique dirigeante, a 90% de responsabilités dans cet échec cuisant de gestion de la République. Ça, c'est sans embâche et nous n'avons pas honte de le dire de manière haute. Oui, les Belges n'avaient pas intérêt à ce que les choses marchent. Quoi de plus normal, et je dirais même que c'est des bonnes guerres. Quelqu'un qui est venu t'exploiter et qui faisait vivre son pays grâce à ton pays, tu lui demandes du jour au lendemain de partir. Vous pensez que cette personne va partir de son propre gré, de bonne foi, de son propre gré? Il va y avoir des résistances. Il n'hésitera pas à vous mettre le pot de banane sur votre chemin pour que vous trébuchiez, pour que vous commenciez à penser à lui. Et malheureusement, nous sommes tombés dans ces pièges-là. Nous sommes tombés dans ces pièges-là. Le Belge savait qu'en nous laissant nous gouverner, nos temps allaient nous rattraper. Le tribalisme, le vol, la haine. Le Belge le savait parce que le Belge, qui avait une certaine longueur d'avance sur nous, avait fait une étude anthropologique du peuple qui occupait cet espace-là. Ils ont étudié l'homme congolais. Ils ont étudié l'homme congolais. Ils ont compris que dans l'homme congolais, il y a le tribalisme. Il y a la cupidité, l'égoïsme, le clientélisme, le népotisme, tout ce qu'on peut énumérer comme tard. L'homme belge, je le savais. C'est ainsi que quand nous avons exigé l'indépendance, l'homme belge a dit oui, il faut le laisser faire. 5 ans, 10 ans après, ils vont se souvenir de nous. Ils vont se rendre compte que nous étions meilleurs que leurs propres frères. Hélas, cela est arrivé. On nous a donné la gestion de ces pays. Qu'avons-nous fait de ces derniers? 64 ans après, nous avons des locomotives qui datent de l'époque de la guerre de 1940-45. Des locomotives qui ont disparu ailleurs. Ici, il y en a encore. Nous n'avons plus de chemin de fer. C'est une déstructuration totale et complète. Voyez-vous? On forme des cadres, entre guillemets, comme j'ai dit, en quantité, mais on ne forme pas en qualité. La corruption est venue passer par là. Et la conséquence immédiate aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ce qu'on a déploré il y a 32 ans, ce qu'on a déploré il y a 18 ans, c'est ce que nous déplorons aujourd'hui depuis 6 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme congolais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à
changé drastiquement la gouvernance de notre pays. Qu'est-ce qui nous empêche? Nous avons tous les atouts. Qu'est-ce qui nous empêche? Ce qu'on a décrié hier, ce qu'on a critiqué hier, c'est là même qu'on a vilipendé aujourd'hui. N'est-ce pas? Sont, comme on dit, sont en train d'être rappelés. La population commence même à penser à eux. Parce que nous qui sommes aujourd'hui, nous ne démontrons pas le contraire de ce que nous avions dénoncé avec véhémence. Voilà. Donc à un certain moment, j'ai dit, aujourd'hui, le 30, demain ça va être le 30 juin, mais aujourd'hui, nous sommes restés à la maison pour y penser. À un certain moment, il faut arrêter. Il faut se dire, mais pourquoi nous devons continuer à faire la même chose et espérer avoir les résultats autres que la médiocrité que nous vivons aujourd'hui? Très bien. Vous avez compris. Excusez-moi. Hier, le fait, mon sœur nous disait que le médiocre dégage. On avait cru que le médiocre avait dégagé. Mais on constate que ça continue, la médiocrité. On constate que ça continue. Le pays appartient à tous les Congolais. Ce n'est pas un empire, mais encore un royaume. Pour qu'un groupe d'individus s'accapare du revenu national au détriment des Congolais, de tous les Congolais. Mais comment les autres vont vivre? Doivent-ils venir doivent-ils venir dans vos maisons alors qu'ils travaillent? Ils ont des responsabilités. Mais ils sont incapables de nouer les deux bouts du mois. Voilà les vrais problèmes. Des problèmes que les Congolais attendent qu'on apporte des solutions. Très bien. Les Congolais attendent qu'on apporte des solutions à ces problèmes parce que tout le monde se plaint quelque part dans son secteur de ce qui se passe et c'était vraiment un bilan général que notre invité, le roi Jacques Domois, est en train de faire. Il est économiste, mais il s'est dit que les Belges nous ont donné l'indépendance politique mais et non économique. C'est ça la grande porte qui va nous introduire en tout cas dans votre domaine pour essayer d'en parler. Et je pense que la deuxième partie, c'est le domaine-là, parce que nous voulons qu'il y ait large diffusion et audition et compréhension. Il y a émission Ondé Toza au Kenango. La RDC n'évolue pas en vase clos. C'est un pays du monde et de l'Afrique en particulier. Nous voyons ce qui se passe ailleurs, comment les autres nations se développent. On parle du cas de l'Afrique du Sud, qui autrefois, lors de l'indépendance, les Sud-Africains, l'honorable l'a dit, venaient étudier ici. Il y a des médecins qui venaient être formés ici, dans nos universités et ailleurs. Mais aujourd'hui, la tendance s'est renversée. Nous voyons d'autres pays de l'Afrique centrale qui font un effort, en tout cas, d'aller de l'avant. Mais nous, on commence à traîner les pieds. Combien de fois on a donné ce slogan que le léopard se réveille, les géants se réveillent, mais nous ne voyons vraiment pas grand-chose. Pour lui, il dit que la faute à 90% revient aux Congolais. Alors, voilà pourquoi nous disons, vous l'avez aussi dit quand vous étiez en entourage, vous avez tout dit aujourd'hui, merci pour vos interventions, que les Belges nous ont piégés et nous sommes tombés dans le piège des Belges. Ça s'est dit qu'on nous a donné l'indépendance politique, mais pas économique. Vous, en tant qu'économiste, est-ce que ça, c'est votre avis aussi? Bien sûr que oui. Mais la situation ne pouvait pas rester éternelle comme telle. Il fallait qu'à un certain moment qu'on puisse la changer. À l'indépendance, comme j'ai dit, les Belges n'étaient pas partis des bons cœurs, des gaietés des cœurs. Ils étaient quasiment chassés. Alors, ils ne pouvaient pas se dire nous partons et nous fermons les yeux parce que la Belgique vivait grâce au Congo. Qu'on ne l'oublie pas. Donc, en nous laissant nous organiser politiquement, ils ont gardé la main sur l'économie. Parce qu'il y a eu la conférence, la table ronde politique, mais il devrait y avoir une table ronde économique. Et laissez-moi vous dire, en l'absence des cadres, parce qu'à ce moment-là, nous n'avions pas de cadre économique. Est-ce que les économistes ne pouvaient pas faire cette table ronde-là par la suite? Est-ce qu'il fallait... C'est ce que j'ai dit. Déjà dès le départ, là, en nous piégeant,
ils nous ont menés dans le domaine économique où nous étions ignorants complètement. Ils nous ont floués. Mais avec le temps, avec les formations suivies, je pense que les intellectuels congolais... Non, là, vous n'allez plus jeter la balle aux politiciens. Vous êtes économiste. Plusieurs années après, je suis économiste. Mais je dois avoir, comme on dit, une parcelle de décision. Ok. Si je n'ai pas de parcelle de décision, comment puis-je influer d'une manière ou d'une autre sur la bonne marche de cette économie? Ce sont les décisions politiques, économico-politiques qui sont prises par le décideur. Quelle est la politique économique de la RDC? Quelle est la politique économique de la RDC aujourd'hui? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est un vide. Malheureusement. Même s'il y en a, on peut dire qu'il y en a, mais ce n'est jamais appliqué. Ça c'est vrai, parce que nous voyons lors de l'annonce des mémoires, nous avons vu. Prenez seulement l'histoire de ces pays. Vous prenez les manifestes de l'Ancélé. Laissé par le feu maréchal Mobutu. Un bon texte que tout le monde apprécie. Comme d'habitude. L'applicabilité possible. Tout y est. Rien à dire. Est-ce que l'a-t-on appliqué? Zéro. Prenez ce que l'ancien régime a laissé avec la modernisation de l'agriculture à travers le, comme on dit, ce qu'on appelle c'était quoi, la ferme de Bukangalonzo. Qu'est-ce qu'on en a fait? Donc vous vous rendez compte qu'en soi, les textes existent. Les programmes économiques, le meilleur, existent. Mais le vrai problème, c'est la mise en musique. Au Tolobaka, le programme économique qui existe. Ce besoin manifeste de l'encelé. Bon, moi, on a agriculture, priorité des priorités. Et tu as la priorité des priorités, n'a na papier. Mais, na pratique, est-ce que l'agriculture est la priorité des priorités dans le cannabis? Zéro. Le intention un gouvernement à travers le budget de la voté. Regardez la part allouée à l'agriculture dans notre budget. Vous vous rendez compte que c'est vraiment un parent pauvre. Non, au moins, les tous les problèmes, ça c'est du vouloir. Vouloir et pouvoir. Vouloir et pouvoir. Les textes, je ne cesserai jamais de le dire, le Congo n'a plus besoin des textes. Si les textes qui existent, on peut toujours les mettre à jour, mais le Congo a plus besoin d'ordre. On nous dit qu'à l'indépendance, $1, un franc congolais, ou soit je sais pas comment on dit, un franc congolais, coûtait $2. Oui. C'est ça. Oui. Mais comment Togo Gringo? Mais c'était la force de la production. La force d'abord, il faut noter. C'était la force de la production. Les Congolais, à l'accession de notre pays à l'indépendance, était premier producteur d'huile de palme. Oui, ça je premier producteur. Dans le domaine agricole, tout ça. On excellait. Or, quand vous produisez, ça veut dire quoi? Non seulement une partie est consommée localement, mais l'excédent est vendu. Est exporté. Quand vous exportez, vous faites quoi? Vous rapatriez les devises. Okay. Ces devises viennent soutenir votre monnaie. Monnaie comme kilo et vimbi. Mais je suis là. Bobili Saka, Bokoti Sakate. Bobili Saka, Bokoti par exemple 1000, Bokoti 2. Déséquilibre. Déséquilibre total de la balance commerciale. Mongo perd de valeur. Inflation. Mongo perd de valeur. Tant que perd de valeur, conséquence immédiate des Alagadini, l'inflation. C'est-à-dire la hausse généralisée des prix sur le marché des biens et des services. C'est la conséquence logique. Pour moi, on a besoin de kilo, il faut soutenir la production. Alors, vous prenez les États-Unis par exemple. Les États-Unis, si vous regardez sa part d'exportation, n'est-ce pas? C'est vraiment pas beaucoup. Mais
60% de sa production, je ne dis pas ses importations, sa production, est consommée localement. Donc les États-Unis en soi, ils ont un marché. On a toujours dit, plus le pays a une population importante, plus c'est un vaste marché. Le Congo aujourd'hui, d'après certaines estimations, a déjà dépassé 100 millions d'habitants. Vous imaginez, 100 millions d'habitants, c'est un marché énorme. Si on dit que la production est ma papa, tout distribué au Congo, on aura besoin de combien de boulangeries? Marché énorme, mais non exploité. Du tout, parce que ce sont les autres qui en bénéficient. Ce sont les pays frontaliers qui ont fournir. Donc, la conséquence immédiate, jamais. Je vais profiter pour la parenthèse. J'aime bien la phrase des musiciens. Ils disent que la France congolais, il faut vraiment avoir des salons qui toquent. Je vais expliquer à vous dans quelle âge. Moi, je baby. Pas une mot quand c'est baby. Moi, je suis parce qu'il en a été. Babi mon sol, les alliés thermomètres. Ah. Hein? Il y a économie à Mboka. Si vous avez Mboka, je vais mon solo nango. Je vais on s'est la fièvre, on s'est la sur malaria, sur typhoïde. Pour pas y aller parce que vous avez la malaria, sur typhoïde, bah ça va aller bah signe vitaux. Na ba signe vitaux, là, bah ça va aller température. C'est ce que vous avez. D'abord, déjà température, 37, 38, dans que de la traverse. On a besoin de l'urbanisme. Dans bon temps, on va 10 $. Vous avez combien de francs? 1000. Ça veut dire qu'il est il y a un problème. Il y a un problème. Voilà, je salue quelqu'un, c'est en tout cas un pilote de ligne. Nous l'avons reçu dans l'émission Nabiso, Ndeko Serge Ilunga. Merci Mingi pour la révélation. Pesa Gibiso, à l'Ubaki a régional qui a Koloba été Soko Keikaka, Naba Kivu, Bamboka Nabiso, Naba partie à territoire national à Est. Abiso Kosombi attaque café à Pamba. Abiso café au Uganda. Café au Kenya, café au Rwanda, entre temps, il y a un café du Congo. Et on a des choses à dire, capitaux, et voilà, on va chuter. Et ce n'est pas seulement ça. Moi, j'étais parti une fois à Bukavu. Dans le cadre de renforcement des capacités à l'ONG et consorts. Parce que j'ai une expertise en développement organisationnel aussi. Papa l'a quitté, l'aéroport, il y a Kavumu, je crois. Dans le besoin de ma biche, on a mis Mitabé. Bitabé. Les nations sont Bitabé à 5 000. Oh, ça là, on est. Oh, Gawana qui chasse son Bitabé à 10 000. On a 5 Bitabé. Babi, 5 000 au sein on est. Nous sommes à 2 000. Cantine. Na quel Bitabé, on a une chambre dans un hôtel. Nous sommes pratiquement une semaine et demie. Tina Longwaki, na tika ki ndambo Bitabé na kati ya chambre nangai. Vous comprenez ce que c'est? Donc, et nous voulons tout simplement que Mboka Oyo, ceux qui te mettent d'abord l'accent Nanzela. Le pays de production agricole, Oyo Salima, et Kokokakutana, et Kokokakukinde na ba marché pour que tu vas somba yango. Et puis ça va nous revenir et qu'on permettre de continuer à cultiver. Très bien. Alors on va terminer avec vous cette partie économique parce que nous allons entamer la partie sécuritaire, nous allons entamer la partie éducation parce qu'il y a également d'autres invités qui attendent. D'accord, merci à vous, je vais vous donner le mot de la fin pour que au conclure secteur on va piste de solutions aux années tinini parce que tout ça les analyse, tout ça les critique sûrement décideurs basés occasion à Kolanda biso dénonciation tout ça surtout dans le secteur économique et généralisé parce que tout le quel sera votre mot en tant que Congolais pour que 64e ou 65e année aux allez Kokota que le Congo réellement se réveille pour que tout le monde surtout tourner dans nos pages sombres où il y a histoire et Mboka sur le plan économique et sur le plan général, ça sera quoi la piste de solution? Et on va terminer par là. Brad, laissez-moi vous dire, nous devons apprendre à redevenir sérieux.
C'est très important. Parce que personne ne prend au sérieux aujourd'hui dans le monde entier. On nous considère comme des aventuriers. Excusez-moi de le dire. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les dieux, Jéhovah Dieu, nous ait dotés d'autant de potentialités. Et que nous sommes parmi les miséreux, les misérables de ce monde. C'est cela. Personne ne nous le pardonne. Nous avons accusé les pays voisins qui viennent piller nos ressources. Mais quand vous regardez ces mêmes pays-là, vous le comparez avec le Congo, vous allez vous dire, mais comment celui qui pille vit assez bien que le Congolais chez qui on vient puiser? Il y a un problème. Nous devons commencer par respecter les textes que nous mettons en place. Quand il y a des programmes économiques que nous-mêmes, nous couchons, nous devons le mettre en application. Quand nous adoptons, nous votons une loi budgétaire, nous devons la respecter. Si nous sommes incapables de respecter nos propres textes, incapables de respecter nos lois budgétaires, incapables de respecter nos programmes, nous ne pouvons pas être étonnés qu'avec le peu que nous pouvons avoir, qu'on ne puisse pas en ressentir les effets. Il y a les provisions budgétaires qu'on a sous forme de lois. Mais nous sommes le premier à les violer. On ne fait pas d'évaluation pour savoir, on nous avait donné X montant, qu'est-ce qu'on en a fait? Pourquoi on n'a pas atteint ces niveaux-là? On ne fait pas d'évaluation. On tombe dans le fanatisme. On tombe, comme on dit, excusez-moi encore de répéter, dans un fanatisme aveugle. Alors que l'avenir de tout un peuple en dépend. Hier, vous avez alloué des crédits pour construire 50 ou 50 000 km de routes. L'argent est sorti. Mais vous n'en avez réalisé que 100. Personne ne vous demande des comptes. On trouve ça normal. Et demain, on va encore sortir l'argent pour la construction des mêmes routes. Vous voyez qu'on recule. On recule. Donc nous devons apprendre à être sérieux, très sérieux et rigoureux dans ce que nous faisons. Nous devons respecter nos textes, car en respectant nos textes, nous serons capables de nous dire, de nous regarder en face et se dire, tiens, on est parti d'un point A vers le point B. Et non le contraire, vous étiez au point A, vous arrivez au point B, quelques jours après vous rentrez au point après A, c'est quoi? Ça veut dire, vous dépassez même les A. Alors vous trouvez quel point vous êtes. Voilà. C'est ça tout le problème. Merci en tout cas, honorable, pour votre intervention. Merci beaucoup, Brad. Merci beaucoup aux nombreux téléspectateurs qui vont nous suivre, qui nous suivent en ce moment. Et je pense que cette interpellation vaut son pesant d'or. En tout cas. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour s'attaquer à X, Y ou Z. Nous n'avons qu'un seul pays. Je l'ai dit. Nous n'avons que le Congo. Très bien. Si nous n'arrivons pas à en prendre soin, qui d'autre en prendra soin? Voilà. Qui d'autre en prendra soin? C'est la grande question que nous nous posons aujourd'hui. Spéciale indépendance, nous avons appelé l'Ipanda à Congo, 64 ans après. Qu'est-ce que nous avons fait de cet héritage que Dieu nous a donné, que les Belges nous ont légué? Parlons ça comme ça, parce que vous savez l'histoire, la République démocratique du Congo à un moment donné est devenue la propriété privée du roi Léopold II, qui en fin de compte a laissé à la Belgique, et aujourd'hui la Belgique a laissé à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous en faisons 64 ans après? Faut-il continuer à accuser les autres, ou on doit faire comme l'honorable vient de le dire, prendre nos responsabilités à main et devenir sérieux? La bonne gouvernance, si réellement il y a, c'est ce qui relèvera le Congo. On va continuer à parler du Congo. Là, c'était sur le plan général et sur le plan économique. On va s'en suivre sur le plan sécuritaire et aussi éducationnel avec le professeur Milumbu et M. Jean-Patrick Moussenga. A tout de suite. Donc de retour sur notre plateau l'Ipanda
Yamboka, Lipanda ya Congo, Lipanda ya Ekolo, 64 ans après. Ndé tout ça comme ça la banalise, on souhaite une bonne fête en tout cas de l'indépendance à tous les Congolais qui auront l'occasion de suivre cette émission, ces analyses, ces bilans que nous sommes en train d'établir avec nos invités. Le tout premier invité que vous venez de suivre tout à l'heure, il nous a parlé d'un bilan général. Également, il a donné son point de vue par rapport à son secteur d'activité, son secteur professionnel. C'était l'économie, les finances et tout ce qui va avec. Eh bien, la deuxième partie, ça sera également le même exercice, un bilan général du Congo 64 ans après. Et à la deuxième partie, nous allons également prendre le secteur de notre deuxième invité. Il s'agit du professeur Georges Mulumbu, un habitué en tout cas de cette chaîne de télévision. Nous l'invitons beaucoup par rapport à ses analyses, la dimension qu'il nous donne, et vous appréciez également. Voilà pourquoi nous allons bien voulu qu'il soit de la partie aujourd'hui pour nous parler de ces secteurs qui est vraiment primordial, l'éducation, l'enseignement, tout ça, on met ça dans un panier pour que nous puissions analyser. Donc, professeur, encore une fois de plus, bonjour et bonne fête de l'indépendance. Bonjour Brad, bonjour à ceux qui passent le temps pour nous suivre. Et bonne fête de l'indépendance également. Merci. Et pour moi, c'est un moment de méditation. Je ne suis pas fier de fêter l'indépendance en ce jour. Ce qui est normal, la grande question, ça sera pourquoi vous n'êtes pas fier de fêter ces 64 années? Oui, je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, c'est vous, Congolais, noirs comme moi, qui animez une émission. Avant, c'était un blanc. Donc, l'indépendance en termes de gestion, toute la gestion est maintenant congolaise, est maintenant africaine. Mais en termes de connaissances, nous sommes sous une colonisation sauvage et brutale, qui fait que sur le plan de la connaissance, nous ne sommes pas indépendants. Et ça fait que tous les débats, même sur l'économie, nous allons toujours former des gens mercenaires pour perpétuer un système qui ne nous est pas favorable. C'est ce qui fait que aujourd'hui, nous sommes plus de bons parleurs en français, comme vous et moi aujourd'hui, mais en termes de trouver des solutions pratiques et ressortir des bonnes pratiques, et ces bonnes pratiques soient dupliquées sur l'ensemble du pays pour qu'on ait un modèle congolais de développement, parce que nous rêvons que le modèle de développement, c'est imiter les autres, qui ont déjà atteint une certaine allure selon leur degré de développement. Alors ça fait que nous, Congo, nous sommes toujours en retard parce que nous pensons que le développement, c'est imiter. Et imiter, cela veut dire, c'est la connaissance, c'est ce qu'eux nous ont appris et ce qu'eux font, nous pensons que c'est ça la meilleure approche pour développer une nation. Alors, ça fait que nous nous retrouvons dans un pays où il n'y a pas de capital humain sérieux. Vous voyez, dans les domaines importants, par exemple pour la mise en valeur de nos ressources, de nos richesses, et donc de nos ressources naturelles en richesse, nous n'avons pas des hommes capables, informés, capables de transformer ces ressources en richesse. Mais seulement nous sommes bons pour des critiques, des analyses, parce que c'est l'école par laquelle nous sommes passés qui nous a meublé les mémoires comme étant des meilleurs en mémorisation, pas en compréhension, et trouver des solutions adaptées à notre contexte. Donc, mon malheur, c'est à 64 ans, nous sommes toujours sous une colonisation brutale sur le plan de la connaissance. Très bien. Et la connaissance que nous ne sommes même pas en mesure de contrôler. Vous, parents, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez interdire à votre enfant de ne pas voir sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que même les pays est capable de filtrer ce que les enfants doivent voir ou ce que son peuple peut apprendre ou pas? Vous avez compris pourquoi nous avons fait le choix du professeur Georges Mulumbu. Il nous tire déjà sur le plan comportemental, connaissance et tout ça. Il a dit qu'est-ce que nous faisons qu'imiter, qu'est-ce que nous avons, comment est-ce que nous avons innové, qu'est-ce que nous avons fait pour trouver des solutions à nos problèmes. C'est ce que nous allons parler, mais ce sera plus à la deuxième partie. La première partie, nous voulons avoir un bilan de votre part du Congo, un bilan d'une manière générale. Et puis on va prendre votre secteur
le bilan général, comment vous pensez, comment vous voyez le Congo 64 ans après? Est-ce que nous avons émergé? Qu'est-ce que nous avons fait qui est sorti de l'ordinaire? Qu'est-ce qui peut nous dire aujourd'hui? On se voile par la face, on se regarde en face et on se dit 64 ans après, voilà, nous avons grandi, voilà ce que nous avons fait, ce que le blanc nous a laissé, et nous-mêmes à notre place, nous avons fait ça. Est-ce qu'on peut énumérer ce que nous avons fait 64 ans après? 64 ans après, nous avons grandi. Vous voyez que moi je suis né de 60 ans. Je commence dans la vie. Ça c'est naturel. C'est déjà. Et en termes de nombre, disons de chiffres numériques, vous voyez que le Congo était à 13 disons intellectuels au niveau universitaire. Maintenant, nous en produisons 150 000 universitaires par an. Vous voyez déjà que c'est un record mondial terrible. Et s'il faut nous comparer aux autres pays, le Congo va occuper une bonne place. Hein. C'est pas deuxième, troisième ou cinquième après c'est un grand paysage. Sur le plan social, sur le plan du développement, sur le plan de l'agriculture, sur tout le plan, en fait, nous voulons savoir sur le plan social, qu'est-ce que nous avons fait 64 ans après? Oui, dans les autres domaines, c'est là que nous avons sombré en étant des bons élèves de la colonisation. Alors, étant des bons élèves de la colonisation, nous servons mieux l'Occident que nous. Vous voyez que nos arbres qui partent de l'équateur, ça nous passe ici et ça traverse pour nous revenir sous forme de meubles qui coûtent très cher et nous sommes très heureux de dire j'ai un salon de 10 000, de 15 000. Entre-temps, les autochtones là-bas, ils n'ont pas de bancs dans leurs écoles. Ils n'ont pas de bancs. Vous voyez. Donc, le problème, c'est que en termes de nombre numérique, en termes d'occuper les chaises à la fonction publique, occuper les blancs, en termes de vivre, hein, de vivre ce que nous appelons modèle. Modèle, c'est dire modèle, non? Modèle, oui. Imiter notre modèle, oui, nous sommes bons pour ça. Ouais, il y a même, on a des places d'évoluer, c'est-à-dire ce sont des Congolais qui, donc nous sommes des évolués aujourd'hui. Nous imitons tout ce qui apparaît. Vous voyez, nos sœurs développent très bien leur corps. Vous voyez que nous sommes vraiment à la mode dans certaines choses. C'est aussi le fruit de 60 ans d'indépendance. Mais moi, maintenant, en tant qu'intellectuel, c'est là que je ramène les faibles capital humain dit au manque de l'indépendance sur le plan de la connaissance. Tout ce que nous apprenons, c'est pour servir les concepteurs de cette connaissance, les modèles de l'école, les contenus de l'école, même l'éducation d'une manière générale pour essayer de nous formater. Donc nous sommes formatés au modèle du colonisateur. Et nous ne prenons pas le temps de nous poser ce genre de questions. Que faisons-nous? Nous, du moins, en tant qu'experts, nous sommes déjà posé cette question. C'est pourquoi nous avons proposé une réforme du système éducatif et nous en parlons chaque jour, partant, si nous avons l'occasion, mais nous ne sommes pas écoutés de l'autre côté. Vous voyez, et ça fait que nous continuons à nager à vie comme ça et nous continuons à apprendre que vous êtes des Congo, que ce n'est pas votre grand-parent qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'est qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. On va évoluer, c'est moi qui pose des questions, on va évoluer. On n'arrive pas à comprendre et à cerner ce que vous venez de dire tout à l'heure, parce que nous sommes indépendants, le pays nous appartient, ce sont les Congolais qui gèrent. Alors quand vous dites que vous avez proposé et on n'arrive pas à mettre en pratique, la réponse, ça ne sera pas les Belges qui n'arrivent pas à mettre en pratique, c'est nous-mêmes les Congolais. Essayez un peu de nous expliquer pourquoi ça bloque, parce que ça sera pour le développement de la RDC et pour nous-mêmes. Pourquoi pas ça bloque? C'est-à-dire que tout celui qui me regarde, qu'il se regarde devant le miroir. Qui apparaît dans le miroir? Qui nous bloque, c'est nous-mêmes Congolais. Ok. Mais par caprice, nous disons non, c'est le régime passé, c'est Mobutu, c'est Kabila, finalement c'est la constitution, ou c'est la guerre à l'Est. Le problème, c'est nous. Nous-mêmes les Congolais. Nous-mêmes Congolais. Lorsque moi je vous dis 1 plus 1 est égal à 3, pour moi c'est une vérité, je sais pourquoi non. Et si je vous amène à mémoriser ça, et vous commencez à faire des perroquets avec ça, la faute c'est à moi, la faute c'est à vous qui croyez seulement ce que je vous ai dit. Parce que moi je comprends très bien 1 plus 1 est égal à 3. Mais vous, si vous vous limitez seulement à écouter parce que ça vient d'un professeur et vous sortez dehors là en criant non, 1 plus 1 est égal à 3, j'ai découvert.
ou un professeur à Kinshasa a découvert, sans vous poser des questions. C'est ça le niveau où nous, Congolais, nous sommes. Donc c'est pourquoi nous sommes bloqués. Nous acceptons ce qui nous a été apporté, dit, et nous restons à ce niveau-là. On ne se pose jamais des questions. Vous voyez que même sur la Bible, on dit n'ajoutez rien, ne retrancher rien. Et tous nous croyons à ça comme ça. Et ça reste comme ça. Vous comprenez le niveau où nous sommes. C'est pourquoi nous sommes dans une situation que, dans tel qu'il y a une pyramide, l'Europe conçoit, l'Asie fabrique, et là nous sommes des consommateurs. Vraiment aveugles et tacites, tout ce qu'on nous apporte, et nous sommes même très fiers de penser que nous sommes des bons, disons, consommateurs. Donc c'est ça la mauvaise dynamique. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de doses sur le plan connaissance. On voulait bien rester dans le bilan général, mais le professeur nous amène toujours, on va aller tout droit dans son secteur pour en parler, mais nous devons réfléchir également. C'est ça ce qu'il est en train de nous dire. On ne doit pas être là comme des perroquets en train de gober et de répéter. Entre-temps, nous ne trouvons pas des solutions adéquates à nos problèmes. Voilà pourquoi nous-mêmes Congolais, on s'en est de trop de continuer à jeter la faute aux autres, mais on doit se regarder dans le mémoire et se dire pourquoi on n'avance pas, comment on doit trouver des solutions et se poser des questions, et ces questions-là doivent trouver des réponses. Cher professeur, on va parler maintenant de l'enseignement d'une manière générale en République démocratique du Congo. Vous venez de parler de propositions de réformes qui n'arrivent pas à venir. On continue aujourd'hui, quand vous voyagez avec un diplôme congolais, vous allez sous d'autres cieux, on vous dit qu'il faut reprendre un peu les études et tout ça. Est-ce qu'on peut se dire que les intellectuels que vous êtes, que nous sommes congolais, prenons dans votre secteur, vous en tant que professeur, est-ce que vous ne vous mettez pas en cause, vous dites, oui, l'enseignement, vous dites, elle est archaïque, on doit essayer de revisiter, de réformer. Est-ce que vous ne me posez pas la question pour vous dire que vous aussi, quelque part, vous avez une part, et une grande part de responsabilité? Bon, moi j'ai toujours refusé l'idée selon laquelle nos diplômes congolais ne sont pas considérés ailleurs. Qui vous dit ça? Tout système éducatif a un contenu. On nous suit, même à l'extérieur. Oui. Tout système éducatif a un contenu. Moi, j'ai eu le privilège de terminer à l'université de Lubumbashi. Comme licencié en sciences de l'éducation. Très bien. Je suis allé en Afrique du Sud à l'université de Witwatersrand. Votre diplôme n'a pas posé problème là-bas? C'est la deuxième meilleure université en Afrique. Après l'université de Cape Town, c'est l'université de Witwatersrand. J'ai traduit, j'ai trouvé l'équivalence. On l'a considéré comme tel et j'ai obtenu une bourse partant de mes distinctions au pays. Moi, partant de mon expérience personnelle et des autres Congolais que j'ai trouvés dans la même université, je n'ai pas honte de dire que nos diplômes ont la même équivalence que d'autres diplômes dans les universités publiques, bien entendu. Ah, publiques. Vous voyez, vous sortez d'une université publique congolaise, vous allez dans une autre université publique de ces pays-là, il n'y a pas de problème quant à ça. Je sais qu'il y a certains, tu viens d'une université privée, tu viens par exemple, d'un institut supérieur. Les contenus, par exemple, en économie de l'éducation, ce que moi j'ai fait à l'étranger, ça fait 6 cours, il fallait terminer par exemple 17 cours. Parce que avec le système LMD, on vous donne les cours que vous devez lire dans. On va en parler de ce système tout à l'heure. J'ai choisi autant de cours. Et s'il arrivait que vous amenez vos relevés, on trouve que les cours qui couvrent ce cursus-là, 2-3 cours manquent. Et vous disent, vous n'avez pas étudié tel cours. Est-ce que vous pouvez les reprendre ici? Ce n'est pas dire qu'on refuse un diplôme. Vous voyez. Une sorte de mise à niveau. Voilà, nous qui avons fait tous les cours, même avec excès, sans problème. Quand vous dites avec excès, vous voulez dire quoi? C'est-à-dire que les curriculums prévoient 17 cours. Nous avons fait 19 cours et des cours qu'eux n'apprennent pas. Par exemple, les statistiques inductives et déductives. À l'université, dans les domaines de l'éducation, dans les universités anglophones, ils n'apprennent pas ça au niveau, disons à un certain niveau. Il faut peut-être lorsque vous faites disons, les research design que tu vas apprendre ces cours. Dans ce cas-là, est-ce que quelqu'un peut me convaincre aujourd'hui que nos diplômes ne sont pas considérés? C'est dans quelles conditions, dans quel contexte? Effectivement, il y a des gens,
vous avez étudié ici, vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre diplôme, dans votre domaine qui est dépassé. Vous allez vous trouver un domaine intéressant qui vous donne les perspectives d'emploi. Lorsque vous y allez, on ne peut pas, à cause sur, on n'est pas vous avez votre diplôme. On va vous dire, apprenez ces cours ici pour être considéré. Alors si vous reprenez, c'est un problème de l'université. Les gens ne disent pas seulement la vérité. Ok. Ils ne disent pas seulement la vérité. C'est tellement beaucoup ils vont, ils cherchent des domaines plus intéressants avec des perspectives d'emploi qui donnent l'impression que ce qu'il a fait au pays, ça ne l'aidera pas. C'est normal. Est-ce que le système éducatif, comme vous venez de parler de réforme tout à l'heure, est-ce que ce système éducatif vaut encore son pesant d'or? Il y a certaines personnes qui disent que le système est archaïque, il faut apporter des réformes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça nous avons déjà dit et nous avons déjà redit. D'abord, en termes de compétences, nous pensons que celui qui parle bien français, qui est intelligent et compétent. Toutes les études du monde dans le domaine démontrent que ce n'est pas maîtriser une langue étrangère qui est synonyme d'intelligence. Quelqu'un peut tenir un bon discours en lingala à côté de celui qui tient aussi un bon discours en français. Ou en anglais, bien sûr. Si vous lui demandez de tenir le même discours en français, il ne saura pas le tenir. Est-ce que ça signifie qu'il est moins intelligent? Non. Notre système éducatif, comme d'autres pays qui utilisent le bilinguisme, souffre des sangs en termes d'évaluation des compétences. Et ça fait qu'il y a même un certain niveau faible de développement des compétences via cette élite de 2 langues ou 3 langues à la fois. Et donc notre système éducatif, il est dépassé. Nous sommes plus dans les populismes. Vous voyez, par exemple, on a dit, non, parce que les pays tels, de l'Est et de l'Ouest, ils parlent des 7e et 8e. Nous aussi, la Banque mondiale nous amène un projet. On entre dans les 8e et 7e, on fait quelques retouches sur les programmes de sciences, et c'est tout. Et c'est tout. Les autres domaines restent. Donc, disons, Diego continue à être étudié comme celui qui a découvert la musique. Si vous qui êtes expert, vous dites que le système est dépassé et vous proposez même des réformes, mais pourquoi les décideurs n'arrivent pas à cerner cela et de mettre ce système que vous proposez, ces réformes, en application? Pourquoi? Parce qu'il y a certains domaines qu'on ne prend pas au sérieux. Vous voyez, par exemple, au ministère de la Santé. En tout cas, depuis que je suis là, il y a seulement quelques cas malheureux où vous ne trouvez pas un médecin diriger ce ministère-là. Pour la plupart des cas, ce sont des médecins. Généralement, ce sont des médecins. Mais au ministère de l'Éducation, on prend un juriste, un avocat qui n'a jamais eu l'expérience de travail dans le secteur de l'éducation. Directement, on le bombarde le ministre de l'Éducation. Il va apprendre. Vous voyez, c'est comme moi, je ne suis pas juriste, vous m'emmenez au ministère de la Justice. Je vais faire le populisme en train d'apprendre. C'est tout ce que je ferai. Comme c'est un bon salaire, c'est des privilèges, je ne refuse pas. Alors, il y a une avancée aujourd'hui, si je peux l'appeler ainsi, au sein de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est ces fameux systèmes, accordez-moi l'expression, le LMD. Pourquoi je dis c'est fameux? Parce qu'il y a des bruits qui ont couru en disant qu'on doit mettre fin à ces systèmes. Entre-temps, le ministère a réagi qu'il faut une mise à jour. Quel est votre point de vue? Vous dites que c'est une avancée ou encore c'est un autre problème qui s'ajoute parmi tant d'autres? Le problème, c'est que nous sommes dans une gestion événementielle des choses. Vous voyez l'approche, la notion de 8e, 7e année au secondaire et primaire. C'est pas opportun, c'est parce que la Banque mondiale a financé et qu'il fallait y aller. Est-ce que le système est prêt? Moi, je dis, c'est juste par conformisme. Parce qu'on a bien entendu fait des retouches dans les domaines des sciences, mais les autres domaines, la géographie, l'histoire, 75% c'est encore l'histoire européenne jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé. Même lorsque le ministre tient les discours, il y a des réformes. Là, ce sont des retouches structurelles qui n'impactent pas le développement du capital humain congolais. Du coup, la Banque mondiale a financé également les projets PEC-PECI au niveau de l'enseignement supérieur et secondaire et l'enseignement primaire, secondaire et puis supérieur. L'objectif, c'est d'introduire l'approche LMD sans tenir compte des préalables. Moi, je suis fruit du LMD. Je connais le fonctionnement du LMD. Mais ce que nous faisons ici, c'est laisser errer.
Et c'est erreur. Oui, et c'est erreur. Parce qu'on a pris une décision, c'est vraiment politique pour satisfaire les bailleurs, dire oui, ça m'arrête. On a pris l'approche LMD, marche, et dans les rapports, on élabore ça. LMD signifie bibliothèque. LMD a des préalables à faire pour donner l'étudiant à être expert dans les domaines qu'il choisit. Très bien. Mais ce qu'ils font, je ne sais pas, c'est pour former quel expert sans bibliothèque, sans goût d'ailleurs de lecture. Voilà. Bonne fête de l'indépendance, c'était donc la deuxième partie. Je vais donner le mot de la fin à mon invité. La première partie, nous avons fait un bilan général, nous avons parlé de l'économie, nous avons parlé du finance. Là, tout à l'heure, on était en train de parler de l'éducation en général et de l'enseignement en particulier avec le professeur Georges Milumbu. On va chuter parce que c'est la deuxième partie. On va prendre la troisième partie avec le volet sécuritaire avec M. Jean-Patrick Moussenga qui va prendre place tout à l'heure. Alors, on va finir cette partie. 64 ans après, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que vous proposez pour que l'enseignement République démocratique du Congo soit à la hauteur? 64 ans après, le Congo n'a pas encore eu l'indépendance de la connaissance. Et nous, Congolais, nous sommes là pour redonner ça. On ne peut pas le faire sans qualité. Il faut avoir une qualité pour faire ça. Les documents de proposition sont là et ça traîne. Vous voyez. Et nous croyons qu'avec un bon système éducatif congolais, une autre RDC est possible. Le développement dont on parle, la pauvreté dont on décrit, ça ne peut provenir que d'un capital humain compétent et bien formé. C'est ce que les autres pays font. Le Japon, sans minerais, ils sont riches. Mais nous, sans minerais, et nous, avec beaucoup de minerais et de ressources, nous sommes pauvres par manque de personnes qu'il faut pour transformer. Et la voie à suivre, c'est le système, disons, éducatif. Penser autrement, on n'est pas patriote. Et c'est pourquoi moi, je suis rassurant qu'une autre RDC est possible. Merci beaucoup, professeur Georges Milou. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on continue en tout cas à parler de la RDC 64 ans après. On continue également à vous souhaiter une bonne fête de l'indépendance. Nous devons prendre en considération tout ce qui est dit au travers de cette émission spéciale, surtout sur ce volet de l'enseignement. Un professeur a parlé, il faut l'écouter, il faut de réformes sur ce secteur pour que nous puissions avoir une autre phrase à prononcer lors nous allons fêter notre 65e année de l'indépendance. On continue en tout cas à parler de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup. Nous entamons donc la dernière partie de cette émission, l'Ipanda Day. Donc nous sommes en train de commémorer 64 années depuis que nous avons accédé à l'indépendance. Nous avons fait pour aujourd'hui une émission spéciale que nous avons réalisée pour vous. Nous faisons un bilan général de ces 64 années après. Nous l'avons fait sur le plan général, nous l'avons fait sur le plan sur le secteur économique. Nous étions également tout à l'heure sur le secteur de l'éducation nationale, l'enseignement et tout ce qui va avec. Voilà maintenant que nous allons parler de la sécurité aussi. 64 ans années, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons produit comme résultat qui va pousser encore la RDC dans les années à venir, qu'il puisse également être classé, pourquoi pas, parmi les grandes puissances. Et cette question, nous allons pouvoir la traiter avec quelqu'un que vous connaissez également mieux, qui s'y connaît en tout cas dans ces secteurs. Il s'agit donc aujourd'hui des professeurs, Jean-Patrick Moussenga, analyste politique également, à qui nous disons bonjour et beaucoup plus, bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis d'autant plus honoré de voir que vous faites aussi confiance à ma personne pour venir partager avec vous le plateau et éclairer la lanterne sur des questions ayant trait à la sécurité dans notre pays. Je vous remercie pour ça. En tout cas, on va aller tout droit au but. Le bilan d'une manière générale, 64 ans après, quelle lecture vous avez de la République démocratique du Congo, autrefois Congo-Belge? 64 ans après, nous avons eu des ruptures plusieurs fois que nous avions essayé de décoller.
Pour commencer, l'indépendance de notre pays était piégée. Piégée. Oui. D'ailleurs, moi, je ne parle pas souvent de l'indépendance. Normalement, l'Afrique ou la RDC n'avait pas besoin d'une indépendance. La RDC avait besoin de la décolonisation. Nous étions colonisés. Il fallait décoloniser la RDC. L'indépendance n'est pas synonyme de décolonisation. Non. Quel est ce pays-là qui est indépendant au monde? Il n'y en a pas. Parce qu'il y a des relations internationales, ça veut dire que nous dépendons les uns des autres. Il y a également le principe de la souveraineté de l'État. Justement. Donc, c'est un concept que nous devrions vraiment supprimer dans notre vocabulaire. En tout cas, nous ne devons pas chercher à être indépendants. Ce n'est plus possible. Ça ne peut plus arriver. Nous sommes dans un monde multilatéral. Au point que nous ne pouvons pas évoluer dans un vase clos. Donc, je sais que les gens vont peut-être mal interpréter mes propos, mais c'est ça. Nous, on n'avait pas besoin d'indépendance, nous avions besoin de la décolonisation. Ce qui allait faire que les Belges qui devaient continuer leurs affaires au Congo allaient vivre au Congo et continuer leurs affaires. Les autres organisations pouvaient rester et continuer, mais laisser le Congo souverain et dans un état de s'autogérer. On n'avait pas besoin d'indépendance, mais je salue la lutte de nos pères d'indépendance. Je salue cette lutte parce que s'ils ne s'étaient pas mis debout, le Congo allait continuer à être pillé par les étrangers. C'est vrai que le Congo continue à être pillé jusqu'à aujourd'hui, mais ça n'allait pas être comme si, lorsque nous étions colonisés. Vous savez que pour commencer tout ça, on nous parle d'indépendance politique. Et à côté, on parle de l'indépendance économique. Bon, qu'est-ce qui est économique qui ne peut pas être politique? Parce que la politique gère tout. La politique gère tout. La gestion de la cité. Justement, ce sont des concepts que nous devons élaguer. Nous avons eu une indépendance administrative qui n'a pas été politique. Moins encore économique. Moins encore économique. Parce que si nous avions eu une indépendance politique, l'économie allait dedans. C'était de poudre aux yeux. Ils nous ont escroqués pour la énième fois en parlant de ce bluff. Et pour ça, nos pères ont payé des efforts et ils en ont même payé de leur sang en parlant de Lumumba et des autres. Après cette étape, nos aînés, quand nous dépassons l'étape des pères, les pères ont fait ce qu'ils devaient faire. Il fallait que nos aînés à nous, qui ont succédé à nos pères, puissiez prendre l'autre virage. Quand vous dites nos aînés, vous faites allusion à quelle génération? Génération Mobutu, Tshisekedi? Oui, justement, génération Mobutu. Oui. Génération Mobutu. D'ailleurs, c'est le moment pour moi de rendre hommage au patriarche Jonas Mukamba. Il est resté pratiquement le seul.
survivants qui avaient assisté à cette indépendance. Mais qui n'a pas obtenu le perchoir du Sénat. C'est une parenthèse. Oui, bon, les sénateurs ont violé les lois de la République avec cette affaire. Bon, on pourra en parler. On ferme la parenthèse, on ira bien. Okay. Voilà, je lui rends ces hommages d'avoir passé toutes ces générations jusqu'aujourd'hui. Une vraie bibliothèque vivante. Une vraie bibliothèque. Et lorsqu'ils ont fait leur tâche, où ils ont joué leur rôle, il avait fallu que la promotion, en fait, la génération qui a suivi, puisse prendre un autre virage. Prendre cette indépendance comme un héritage, comme un acquis, et prendre le virage de mettre le pays sous les rails du développement. Vous pouvez vous imaginer les années 70, lorsque nous étions aux études, nous on nous enseignait que le Congo était premier producteur de thym, premier producteur de thym, premier producteur de thym, deuxième producteur de thym, troisième producteur de thym, premier producteur de thym. Et lorsque nos aînés ont pris le pouvoir, ils se sont contentés de la jouissance. Ils ont joui. Parfois, ça arrive très souvent pour un bien qu'on n'a pas gagné avec sueur. Quand on a zaïrianisé, même avant la zaïrianisation, les entreprises qu'avaient laissé le Belge et les autres qui étaient là ont été données en cadeau à ceux qui se présentaient. Et au lieu de continuer la gestion rationnelle, ils se sont contentés de jouir. Et cela a amené la décadence. Nos aînés, c'est vrai, ils ont combattu de leur manière. Ça, c'est une manière de dire que vous alignez sur la liste de ceux qui disent que l'indépendance a été précipitée. Non. Les temps n'étaient pas encore arrivés. Non, oui, parce que quand vous dites que les aînés n'étaient pas bien formés, comment vous n'êtes pas bien formés? Vous allez gérer toute une république. Comment vous allez faire? Vous n'êtes pas bien formés. Vous savez que le Soudan n'avait pas été colonisé. Il se gère comment? Le Soudan n'est pas la République du Congo. Voilà. Ça ne veut pas dire que les enjeux sont... Nous devrions attendre. Vous parlez des principes des relations internationales tout à l'heure. Bien sûr. La RDC n'a pas les mêmes enjeux, c'est le Soudan. Certains principes d'ailleurs que je comprends mieux. Vous voyez, ça ne veut pas dire que pour être prêt à s'autogérer, il fallait continuer la colonisation. Parce que je donne là... Il y avait une proposition peut-être des nations qui parlait d'une indépendance par palier. Ça au moins, ça pourrait marcher. Mais je pense que les gens qui commentent négativement cette action d'arracher l'indépendance aujourd'hui n'ont pas connu ce que nos pères connaissaient avec la colonisation. La mutilation et tout ça. Et cela ne pouvait que révolter les gens. Pour dire, non, trop c'est trop. Vous voyez, ce n'était pas précipité. Sinon, il fallait attendre jusqu'à quand? Moi, je pense... On avait parlé d'une période de 30 ans. Vous vous rappelez du plan Van Bilzen? Si on fait... Van Bilzen, c'était un penseur qui émettait ses pensées. Oui, bon, ça, c'est pas un problème. On va prendre. Il ne devait pas nous obliger, nous, à nous inscrire dans ses pensées. On va prendre le secteur qu'on vous a vraiment plus appelé, c'est le secteur sécuritaire, parce qu'on sera habitué derrière le temps, on va y aller. Mais rien n'empêche, nous sommes à la période de l'indépendance, on va organiser toute une émission avec vous seuls, où nous allons faire toutes ces analyses-là. En tout cas, on vous le promet, d'ici la semaine prochaine, nous allons le faire.
Alors, s'il faut résumer, d'une manière générale, le bilan est-il positif ou négatif 64 ans après, depuis que nous avons eu l'accession? Le bilan est négatif. Négatif. Le bilan est négatif parce que nous avons un monsieur de 64 ans qui continue à pleurnicher au lieu d'agir. Le bilan est largement négatif. Ce monsieur assis sur de l'or, sur pas mal de richesses, tout ça. Je prends par exemple les volets sécuritaires. Ah, c'est là où on y va déjà. Voilà. Nous avions la force publique qui n'était pas une armée au sens propre. Mais cette force publique pouvait mettre en échec les Allemands, libérer la Tanzanie et les Zanzibar. Ils pouvaient s'opposer et libérer le Rwanda. Cette force publique pouvait faire alliance avec les Éthiopiens et combattre l'Italie. Cette force publique est allée se battre en Birmanie. Là, c'est le Congo. On dira de vous que vous êtes nostalgique. Cette force publique, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui les FARDC. Sûrement. La force publique a été succédée par l'ANC, l'armée nationale congolaise. Et un peu plus tard, phase. Qui après est devenue Forces armées zaïroises, est devenue Forces armées congolaises, FAC. Oui. FAC, Et aujourd'hui, FARDC. Forces armées de République démocratique du Congo. Alors, on va parler de la sécurité de cette nation, que nous avons eu accès à l'indépendance 64 ans après. Comment pouvez-vous juger ou critiquer ces secteurs sécuritaires? Monsieur le journaliste, vous savez que 2 345 410 km, même sous la colonisation, n'avaient pas été gérés de fond en comble. Il y avait toujours deux coins où il y avait des républicains qui n'obéissaient pas aux ordres qui venaient de Léopoldville ou de Kinshasa. Vous allez vous rappeler qu'il y avait les rebelles qui avaient occupé les montagnes de Kivu, là, même sous le règne du maréchal. Et là, nous voyons le général Luecha qui était dans ce maquis-là, qui n'obéissait pas aux ordres de Kinshasa. Ça avait toujours existé, même sous la colonisation. Mais aujourd'hui, il avait fallu que 60 ans, 64 ans après, que le Congo retrouve tout son territoire et même commence à réclamer son territoire qui est au Rwanda. Ce n'est pas encore arrivé 64 ans après. Ça, c'est macabre quand même. Moi, paix à son âme, le général Marcelin Lukabia, avec lui, on avait commencé à réfléchir sur la nouvelle histoire militaire du Congo. Nouvelle histoire militaire du Congo. Oui, oui. Le Congo a une histoire militaire. Vous avez dit que je suis nostalgique. Mais vous savez, les armées sont classées selon leur histoire. Ce n'est pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que sinon, la Chine, aujourd'hui, allait être une puissance militaire. Elle ne l'est pas. Parce que la Chine n'a jamais gagné une guerre. Ça, c'est un principe des relations internationales. Que pour être classé une force militaire, il faut avoir déjà gagné la guerre. Et la RDC a gagné des guerres. Pas une seule, plusieurs guerres. Donc, en Afrique, c'est une puissance militaire. Je ne suis pas nostalgique. La RDC venait en appui, ce n'était pas la RDC qui était à l'avant-plan, il venait en appui. Non. À Maenge, à Tabora, à
elle était à l'avant-plan. Lorsque nous sommes allés en Birmanie, on n'était pas en appui, on était en alliance. Ça, c'est de l'histoire que nous devons enseigner à nos enfants. Pour qu'ils comprennent que cet éléphant qui est à genoux aujourd'hui, la RDC à genoux. La RDC comme éléphant, oui. Parce que la RDC, c'est un léopard. Quand je parle d'éléphant, c'est vu sa grandeur. Ok. Qui est à genoux aujourd'hui, il ne l'avait toujours pas été. En appui. Elle était aussi à l'avant-plan. Ok. En Birmanie, on était en alliance. On n'était pas en appui. On était en alliance. Et l'on va devoir comprendre que cet éléphant qui est à genoux aujourd'hui, il ne l'avait toujours pas été. Ça veut dire qu'il ne le sera toujours pas. Un jour, il se mettra debout. Et pour qu'il se mette debout, cet éléphant qui est la RDC, il faut que tous ces enfants mettent la main à la pâte. Très bien. Nous allons avoir de l'opposition dans notre pays, parce que nous sommes la République démocratique du Congo. Nous allons avoir la majorité, mais pour ce qui est de la sécurité, il faut que tous les enfants de la RDC mettent la main à la pâte. Très bien. Et aujourd'hui, avec cette politique qui est de faire de l'armée une vraie armée en Afrique, je pense qu'elle va payer. Pourquoi? Aujourd'hui, les pays limitrophes sont en train de regarder les uns avec admiration, les autres avec peur du nombre grandissant des recrues congolaises qui vont demain devenir de militaires. Et cela est un signal que bientôt, et très bientôt, l'éléphant pourra se mettre debout. Très bien. Bientôt, alors, très bientôt, l'éléphant pourra se mettre debout. Entre-temps, je vais emprunter une expression en lingala où on dit bientôt, ça aura un calendrier. Si on vous demande, on vous donne un calendrier, on vous dit cherchez bientôt, vous n'en trouverez pas. Mais pourtant, il y a des jours qui sont classés. Notre invité nous parle de la foi, mais nous sommes Congolais, on doit avoir cette foi-là. D'ici là, très bientôt, avec ce nombre grandissant de recrues, nous osons croire que l'éléphant sera debout. Monsieur le directeur, je vous donne la parole. Là, il y a des éléments palpables qui montrent que l'éléphant va se mettre. Gardez votre mal en passant, je vous donne la parole, c'est avec ça qu'on va chuter, vous allez donner un très mot de la part. Voilà, c'était un grand plaisir. Donc, avant de terminer cette partie, c'était une émission en tout cas spéciale où nous avons survolé, en tout cas, si vous regardez la superficie de la République démocratique du Congo, l'invité, M. Jean-Patrick Moussenga, le professeur, a tenu à prendre comme image les totems, l'éléphant. Vu la grandeur de la RDC, ça sera également difficile pour une émission spéciale comme ça, nous puissions lui donner assez de temps et traiter de la matière. Donc, nous allons nous résumer, mais comme je vous l'ai dit, c'est 64 ans, ça fait beaucoup. Nous aurons des émissions. La première partie, c'était avec l'honorable Jacques Droumac qui nous a parlé de l'économie. La deuxième partie, c'était les domaines de l'éducation et de l'enseignement avec le professeur Georges Milumbu. C'est la dernière partie de cette émission spéciale avec encore notre professeur Jean-Patrick Moussenga où nous avons parlé du volet sécuritaire. Nous allons en tout cas programmer deux émissions à partir de la semaine prochaine. Ça sera la semaine de l'indépendance, où nous aurons assez de temps pour l'économie, pour la justice, pour les autres domaines que nous n'avons pas pu toucher aujourd'hui. En 3 ou 4 minutes, ce sera les pistes de solutions. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que, enfin, ce que vous avez dit tout à l'heure, le bientôt, puisse avoir ne fût-ce qu'une date pour assoupir la soif des Congolais qui veulent voir leur armée être hors infiltration et que l'armée puisse, comme l'autre fois, gagner cette guerre qui nous fait très mal. Nous avons vu l'autre fois, vous étiez sur le boulevard du 30 juin avec un cercueil pour plaider pour le compte de mort par rapport
à l'est de la RDC. Est-ce que vous pouvez dire quoi qui sera encore plus réconfortant à ces Congolais qui nous suivent comme mot de la fin sur le volet sécuritaire? Merci beaucoup. Vous savez que la sécurité est d'abord dans la tête, dans le mental. Okay. C'est d'abord l'intelligence. La sécurité, comme je le dis partout, ce n'est pas d'abord le muscle. Non, c'est d'abord l'intelligence. Nous pensons que comme piste de solution, nous avons besoin que notre armée atteigne un chiffre numérique de 4% du total de la population congolaise. Ça veut dire que si nous sommes 100 millions, que notre armée compte 4 millions d'hommes. Déjà ce nombre est dissuasif. Nous souhaitons que notre police puisse avoisiner 6% de la population congolaise. Ça veut dire 6 millions d'hommes, les hommes et les femmes. C'est possible. C'est possible. Nous avons une population à 60% jeune. Et cela est possible. Les gens vont peut-être poser des questions, mais on va le payer avec quoi? Mais les armées aujourd'hui, ce sont les armées de production. Ce ne sont plus les armées de consommation qu'on avait autrefois. L'armée elle-même est un outil de production. Ça veut dire l'armée va devoir donner des moyens à l'État pour sa politique. Et nous savons que cela est possible lorsque nous allons sécuriser nos minerais. Nous allons sécuriser toutes nos richesses. Ces richesses vont nous compter et on aura assez de moyens pour bien payer ces militaires, quel que soit le nombre. Et nous voulons également, parce que la sécurité, nous l'avons dit, c'est le mental, c'est l'intelligence. Avoir dans le rang des militaires des enfants intelligents. Donc, que les parents qui ont des enfants intelligents n'hésitent pas d'envoyer leurs enfants dans l'armée, parce que l'armée a besoin des intelligences. Et cela passe aussi par les multiples formations. On ne peut pas trouver aujourd'hui un militaire qui a fait 5 ans dans l'armée avec un seul brevet. Très bien. C'est une honte. Voilà, merci en tout cas, c'était un réel plaisir de vous avoir sur le plateau, professeur Jean-Baptiste Moussel. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ça me finit pour cette édition spéciale de l'Ipanda Yamboka. C'est comme ça que nous l'avons intitulé. Nous avons parlé de tout sauf de rien. Bien sûr, les détails n'ont pas été vraiment pris en compte, mais ce n'est que partie remise. À partir de la semaine prochaine, nous allons vous proposer quelque chose de grand. En tout cas, bonne fête de l'indépendance chez vous et on vous dit au revoir.